on va passer à un moment qui est vraiment très important, qui est la remise de prix du meilleur papier. Alors c'est toujours un moment un peu difficile parce que il y a beaucoup de papiers, il y a des taux de sélection je crois qui ont été donnés, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de bons papiers. J'ai pas lu tous les papiers de l'ensemble du colloque, mais je ferai. Rien que les titres donnent envie d'assister à l'ensemble des communications. Donc demain, ça va être compliqué de choisir dans quelle session à laquelle des sessions on va pouvoir assister. Mais heureusement, on pourra lire les papiers. Et donc, de l'ensemble de ces papiers sont sortis 3 meilleurs papiers qui vont vous être présentés tout de suite par 3 ensembles de chercheurs. Voilà. 3 équipes de chercheurs, donc Julien Cusin et Michael Flacangi, donc là c'est Bordeaux, Guillaume Dauvalet, Isabelle Colin-Lachaud et Xavier Lecoq, donc c'est Lille, et Christine Lambé-Chéchin et Joseph Karwinski, c'est Clermont-Ferrand et Orléans. Donc ces 3 papiers vont vous être présentés sous forme de pitch, donc on leur a demandé qu'ils présentent leur papier en 5 minutes. Ces 3 papiers sont les papiers qui sont sortis comme étant les meilleurs papiers de l'ensemble des évaluations qui ont été faites sur l'ensemble des papiers présentés au colloque. Et puis, une fois que ces 3 papiers ont été sortis, ils ont été soumis, puisqu'on n'avait qu'une évaluation absolue des papiers, et pas une évaluation relative. Or, on cherchait à passer à une évaluation relative pour pouvoir faire un ordre. Et donc, ces papiers ont été soumis ensuite à la lecture du bureau, des membres du bureau, qui ont procédé à une évaluation de ces papiers pour pouvoir avoir un ordre donc, de ces 3 papiers. Et c'est cet ordre qui vous sera annoncé tout à l'heure, après la présentation des 3 papiers. Donc on va garder un petit peu de suspense. Vous pouvez même voter, on devrait faire ça, tiens. Modification l'année prochaine, il y aura un vote en ligne possible pour... Si, ça serait pas mal. Oui, ça serait bien. On rajoute ça comme critère et ça serait un vote de plus par rapport au vote des membres du bureau. Voilà, l'année prochaine on fera ça. Oui, comme Miss France, voilà. Donc on fera Miss Papier. Mister Papier. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir entendu ces 3 papiers, vous fassiez votre ordre. Mais voilà, et puis nous, on vous annoncera le til de bronze, le til d'argent et le til d'or pour ces 3 papiers avec le prix FCD. Donc je demande peut-être à... J'ai oublié votre... Pardon, Isabelle Sonnant de m'accompagner. Donc on va écouter les 3 présentations. Ensuite, Isabelle Sonnant vous expliquera ce qu'est la FCD parce que c'est le prix de la FCD et que c'est normal que certaines personnes qui ne connaissent pas la FCD fassent connaissance avec cet organisme qui a la gentillesse d'apporter un prix pour ce meilleur papier. Donc on va commencer avec Julien Cusin et Michael Flacangi sur le premier papier sur les problèmes de service. Alors j'ai plus le titre du papier, problèmes de service dans une enseigne de sport. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a été anonymisée, l'enseigne de sport, donc vous allez sûrement pas la reconnaître. Mais bon, comme ça, il n'y a pas de problème de confidentialité et ils vont nous expliquer ce qui s'est passé avec le point de vente complètement digital qui avait été mis en place ici, je crois, à Lille, il y a quelques années. Donc merci à vous de me laisser l'opportunité de vous présenter donc cette recherche qui porte effectivement sur l'analyse de l'échec d'un magasin showroom. Alors fin janvier 2016, donc une enseigne spécialisée dans la distribution d'articles de sport a fait le choix de lancer un magasin showroom. Alors concrètement, dans ce magasin showroom, les clients pouvaient voir et toucher l'intégralité de l'offre qui est normalement disponible sur le site internet, voir, toucher, mais ils ne pouvaient pas repartir avec les produits. Alors l'enseigne mettait en avant comme élément d'attractivité 10% en prix moins cher par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans les autres magasins. Et le deuxième avantage, normalement, les conseillers étaient disponibles pour remplir à 100% leur rôle de conseiller.
Alors à l'époque, ce magasin digital a été salué notamment par la presse comme étant particulièrement innovant. Malheureusement pour l'enseigne, quelques jours après l'ouverture de ce magasin, un certain nombre de critiques ont été formulées de la part des clients et le chiffre d'affaires s'en est fortement ressenti. Alors après quelques tentatives d'ajustement à partir de mars 2016, l'enseigne décide, même pas un an après l'ouverture du magasin, de faire marche arrière et de rouvrir un magasin plus traditionnel. Et ceci nous amène à la question suivante: dans quelle mesure les caractéristiques de l'organisation et son système de récupération conditionnent le droit à l'erreur que les clients peuvent accorder à une entreprise suite à l'échec d'une innovation. Alors pour répondre à cette problématique, nous avons réalisé une étude longitudinale à visée compréhensive et nous avons notamment interrogé un certain nombre de collaborateurs de l'enseigne. Nous avons collecté un maximum de données secondaires et ensuite nous avons également analysé tous les commentaires négatifs sur Facebook. Nous avons identifié toutes ces personnes-là, nous les avons contactées et parmi elles, 32 ont accepté de répondre à un court questionnaire et 11 ont ensuite accepté d'être interviewés. Alors venons-en à présent aux principaux résultats de cette recherche. Donc tout d'abord, après un échec de service, les entreprises se doivent d'essayer de rectifier le tir de telle sorte à pouvoir conserver les clients, voire les reconquérir. Alors notre recherche met en évidence l'existence d'un droit à l'erreur externe qui était jusque-là, à notre connaissance dans la littérature, uniquement évoqué de manière implicite. Ce droit à l'erreur accordé à l'entreprise par le client doit être appréhendé dans la durée afin de prendre en considération le fait qu'un client peut par exemple faire le choix à un moment donné de ne plus revenir dans le magasin ou fréquenter les magasins de l'enseigne, puis ensuite revenir sur sa décision, donc revenir auprès de l'enseigne. Nous mettons également en évidence que ce droit à l'erreur externe n'est pas automatique et ne s'obtient qu'à condition que l'ensemble des dimensions du système de récupération soit géré de manière plus ou moins cohérente. Alors, ce système de récupération apparaît indissociable du cadre culturel de l'entreprise qui semble être composé de 3 dimensions que sont la culture de l'innovation, l'implication des collaborateurs et la culture de la satisfaction. Donc, le droit à l'erreur interne encourage l'innovation, mais il va surtout dédramatiser l'échec lorsqu'il survient. Et donc, il permet à l'entreprise de pouvoir tenter plus de choses et accessoirement de pouvoir réagir en cas d'échec très rapidement et sereinement. Ce cadre culturel favorise l'implication des collaborateurs qui n'hésitent pas finalement à être force de proposition pour tester de nouvelles choses et accessoirement faire remonter leur feedback si en cas d'échec et surtout le faire sans crainte. Dans le processus de récupération, on retrouve l'approche Lean Startup qui met en évidence l'importance de la flexibilité organisationnelle. Le sense-making de l'échec, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise va pouvoir donner du sens à son échec, peut s'appuyer aussi bien sur des remontées internes qu'externes à l'organisation. Et une telle prise de conscience rapide va pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir procéder à des micro-ajustements ou alors pivoter complètement comme l'a fait l'enseigne de distribution de sport. Et il convient de ne pas négliger le management de l'impression, à savoir les réactions et la communication auprès des différents parties prenantes, aussi bien les collaborateurs que les clients. Enfin, pour terminer sur le rôle modérateur des expériences, des relations préexistantes, nos résultats mettent en évidence que l'attachement à l'enseigne, finalement, va renforcer la salience de l'échec aux yeux du client. Nos résultats mettent également en avant que cet attachement à l'enseigne va tendre à augmenter le comportement de plainte, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité. Donc on peut avoir également des feedbacks qui sont constructifs
les clients qui sont attachés ont envie d'être impliqués dans le processus de co-création de la récupération de services. Donc les entreprises se doivent de les écouter, mais également de leur faire savoir qu'elles les ont écoutés en faisant, si possible, une sorte de personnalisation des réponses qu'elles peuvent apporter aux clients. Enfin, pour terminer, nous pouvons souligner que le droit à l'erreur n'est pas un passe-droit permanent et que finalement, comme on l'évoque avec cette zone de tolérance, on peut amoindrir la confiance que le client avait à l'égard de l'entreprise. Et donc finalement, il convient de ne pas avoir une lecture naïve du droit à l'erreur qui ne constitue en aucun cas un droit à l'oubli. Voilà, je vous remercie. Merci pour le timing absolument parfait. Second papier, donc Guillaume, mais Xavier Lecoq, je vois là-bas, non tu... Ah non, non, moi je danse dans le fond. D'accord, donc c'est Guillaume qui présente. Donc, qui parle d'une question qui a été importante et qui a été soulignée tout à l'heure sur le problème des business models dans l'omnicanal et plus particulièrement le rôle des middle managers dans l'évolution du business model. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, ces dernières années, les distributeurs sont tous amenés à devenir ce qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire à proposer une expérience de consommation qui va mêler les avantages du physique et du digital. Mais toutes les recherches, la majorité des recherches qui sont menées sur ce sujet sont plutôt d'un point de vue homogène, sous-entendu que chaque distributeur finalement devrait mettre en place l'omnicanal de la même manière, synchroniser les canaux, etc. L'année dernière, en 2017, deux consultants du Boston Consulting Group ont commencé à nuancer un peu cette vision et à finalement se dire, à mener une étude, et selon la catégorie de produits, il s'avère que les distributeurs doivent faire des choix particuliers et ne pas aller trop loin dans la proposition de valeur, dans la synchronisation des canaux, puisqu'en fait, finalement, on allait investir un peu trop de ressources par rapport au réel attendu client. En partant de ce principe sur la nécessité de nuancer cette vision omnicanale homogène et la même pour tous, on s'intéresse au micro, c'est-à-dire au rôle finalement des managers dans cette mise en place d'un business model omnicanal qui est plutôt impulsé par le top management, et donc à se poser les questions des rôles des middle managers, qui eux sont les mieux à même de comprendre, on l'a vu ce matin, d'appréhender les caractéristiques particulières des organisations, et donc c'est de se poser la question. Donc on a mené une étude de cas multiples auprès de 5 distributeurs qui sont actuellement en train de mettre en place un business model omnicanal, et on a interrogé 31 middle managers qui sont pas seulement en marketing, qui sont aussi en contrôle de gestion, en supply chain, et qui sont à la fois en magasin, en direction de magasin, et aussi en centrale, en chef de projet, pour voir comment ils appréhendaient cette transition, et qu'est-ce qu'ils mettaient concrètement en place, quel était leur rôle dans cette transition. Au niveau de nos contributions, il y en a 3 principales. La première, c'est que finalement, il y a un consensus auprès des distributeurs interrogés sur la nécessité de combiner les points de contact physiques et digitaux, à la fois pour contrer les pure players qui sont arrivés sur le marché et qui continuent d'arriver et qui eux-mêmes vont commencer à arriver sur le physique, et aussi pour satisfaire les consommateurs qui ont besoin d'avoir plusieurs points de contact. Dans une deuxième partie, il y a, on note une redistribution de tout ou une partie des revenus générés en ligne vers les magasins. Et ce pourquoi? Pour mobiliser l'ensemble des canaux dans la même direction, et surtout pour appréhender et analyser les mécanismes de création et de capture de valeur, non plus à l'échelle du canal, comme ce fut longtemps le cas dans ce qui était multicanal et même cross-canal, mais pour avoir une appréhension globale, et donc remettre au centre le magasin, et donc mettre tout le monde dans la même direction. Le troisième point, qui est sur le rôle même des middle managers, c'est leur rôle majeur et multifacette dans cette transition de business model. Et donc, ils vont jouer le rôle à la fois de bricoleur, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils vont faire avec les ressources dont ils ont à disposition pour réussir à mettre en place les décisions impulsées par le top management, et donc leur connaissance de l'organisation, des systèmes d'information, des routines particulières vont être essentielles. Ils vont à la fois aussi jouer le rôle de passeur entre les canaux, un mot un peu que je n'aime pas trop utiliser, mais dans ce désilotage finalement, donc c'est grâce à eux, ils vont promouvoir à la fois auprès de l'opérationnel la nécessité et les bienfaits d'une reconfiguration de business model, mais aussi auprès du top management lorsque nécessaire, lorsqu'il faut faire changer le mindset des top managers qui
parfois a besoin d'être changé, pas toujours, mais c'est ces middle managers qui, au contact du terrain, au contact de différentes parties prenantes, qui vont faire remonter ces informations, et ils vont aussi jouer le rôle d'apporteurs d'innovation, selon la latitude managériale et le degré de décentralisation. Ils vont être à même, grâce à leur connaissance de leur contexte spécifique local, des réelles attentes clients, de mettre en place des innovations au niveau local, qui vont ensuite être déployées à l'échelle nationale. Ceci nous amène lorsqu'on analyse la reconfiguration d'un business model, à s'intéresser à plusieurs niveaux d'analyse, pas seulement au top management. C'est-à-dire que la reconfiguration d'un business model ne se fait pas seulement par le top management qui peut parfois prendre la décision, mais ensuite, il faut vraiment analyser le vécu de tous les strates organisationnels pour comprendre ce qu'ils mettent en place concrètement. Et finalement, on se rend compte, grâce à notre étude, que certaines compétences sont essentiellement disponibles auprès des middle managers. C'est-à-dire qu'ils vont être les mieux à même de créer des solutions ad hoc qui vont être réellement adaptées aux caractéristiques particulières de l'organisation. Et donc finalement, il faut considérer ces middle managers comme une ressource rare et peu imitable, et donc stimuler aussi leur évolution à travers les canaux. C'est-à-dire le fait de les faire évoluer du digital vers le physique, puis vers le digital, pour mettre en place des nouvelles pratiques omnicanales qui vont se diffuser à l'échelle du distributeur dans un cercle vertueux. Ça nous amène à notre dernier point, et donc c'est que finalement, il n'existe pas une forme idéale de business model omnicanal. C'est-à-dire que chaque entreprise qui souhaite mettre en place un business model omnicanal doit le faire en prenant en compte les middle managers et en prenant en compte finalement ses caractéristiques spécifiques, que ce soit sa position sur le marché, son système d'information, la manière dont il est arrivé dont il a lancé son site internet, la gouvernance. Donc voilà vraiment le dernier message à retenir, c'est sur le business model omnicanal, c'est qu'il n'existe pas une forme de business model omnicanal, mais que celui-ci doit vraiment être adapté aux caractéristiques particulières. Et il faut bien prendre en compte le rôle des middle managers et donc les choyer, les chérir et faire en sorte qu'ils puissent évoluer et continuer et les écouter. Je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume. Donc, voilà. Il y a assez de place. Troisième papier qu'on va écouter, c'est celui de Joseph Cagé. À chaque fois j'écorche ton nom, pourtant je travaille avec lui. Voilà. Et Christine Lambé, qui porte sur le drive. Alors ce qui est intéressant sur ces trois papiers, c'est qu'on a trois papiers complètement différents. Un premier papier sur un problème de service et d'innovation, un deuxième papier sur un problème plus stratégique, et puis un troisième papier sur le drive et la satisfaction, la fidélité des consommateurs vis-à-vis du drive, avec également des méthodologies complètement différentes, puisque on est sur de la méthodologie, enfin de l'enquête classique, hypothèse, etc. On est plus sur des entretiens dans le papier précédent, et puis on était plus sur une étude de cas dans le premier papier. Donc ça montre que les trois meilleurs papiers, il n'y a pas de pensée monolithique à AT&T, et ça c'est important, la diversité. On peut travailler sur plein de choses avec des méthodologies différentes, et on est quand même dans les trois meilleurs papiers. Merci. Alors, tout le monde connaît le drive, cette formule de vente hybride qui est maintenant très largement implantée sur le territoire. Et il n'en demeure pas moins que les enseignes de distribution alimentaire ont encore à faire face à de nombreux challenges, comme celui d'optimiser l'expérience client. Alors, comment faire ? Jouer sur la satisfaction et faire en sorte que le client revienne, achète plus via ce canal de distribution. Alors, à lire et à écouter les clients, il faut prendre en compte la perception de la qualité, et notamment des produits frais, la qualité du service, mais aussi, ils veulent gagner du temps, ils veulent un service qui va leur faciliter les courses au quotidien. Or, au niveau de la littérature sur la distribution, elle s'est peu intéressée aux facteurs de succès du drive, point de vue des clients. Les études spécifiquement sur le drive, qui sont essentiellement qualitatives, ont plutôt basé leur étude sur la motivation, les profils des clients, mais finalement n'ont pas analysé les déterminants de la performance, de la relation aux prestataires de services. Alors nous posons la question du rôle de la qualité perçue sur la satisfaction et son impact sur la fidélité.
Tenant compte des spécificités du drive, nous intégrons le facteur commodité perçue ou convenience, c'est-à-dire la perception d'un effort moindre, qui peut améliorer l'expérience client. Alors, ce qui nous amène au modèle conceptuel, nous testons les effets directs de la qualité perçue sur la satisfaction et sur la fidélité, donc via la satisfaction, fidélité que nous mesurons à travers deux proxys, fréquence d'achat des clients et panier d'achat moyen. Et enfin, donc, rôle modérateur de la commodité perçue, puisque nous prédisons que la force du lien entre qualité perçue et satisfaction peut être renforcée par la convenience. Alors, nous avons mené une enquête sur les consommateurs du drive, sur plus de 600 consommateurs entre 2015 et 2016, en nous focalisant sur un type de drive spécial, notamment les drives alimentaires, même si par ailleurs on a par exemple les drives des fast-food, etc. Et la moitié de ces consommateurs est constituée presque par des femmes. Alors, les résultats de notre analyse valident presque toutes nos hypothèses et montrent que la qualité joue un rôle positif sur la satisfaction. Les résultats de notre analyse montrent aussi que la satisfaction joue un rôle médiateur dans la relation entre la qualité et les proxys de la fidélité. Et enfin, les résultats montrent aussi que, à l'exception de la qualité des produits en général, la commodité joue un rôle modérateur entre la qualité et la satisfaction. Alors, en ce qui concerne les implications, d'abord, parlant des implications théoriques, notre travail a contribué à l'étude d'un nouveau format de distribution, qui est un format hybride et qui suscite beaucoup d'interrogations. D'autre part, contrairement aux travaux qui ont étudié les déterminants de la fréquentation du drive, nous avons orienté notre travail dans une perspective relationnelle en étudiant notamment les effets de la satisfaction et de la fidélité. Et aussi, nous avons étudié le rôle modérateur de la commodité, puisque la commodité est quand même un facteur important pour les acheteurs qui achètent, on peut dire, à distance. En ce qui concerne les implications managériales, nous pensons que les distributeurs peuvent agir sur la qualité. Nous l'avons vu hier, ils peuvent ajouter des solutions dans le cadre du cross-selling, par exemple, en proposant que les consommateurs trouvent des solutions dans un cadre de plateforme. Par ailleurs, nous pensons qu'ils peuvent aussi agir sur la commodité en injectant, par exemple, de l'intelligence artificielle, retrouver très facilement les produits qu'on a l'habitude, par exemple, de consommer, injecter la réalité virtuelle et la réalité augmentée. En scannant, par exemple, le code barre d'un produit, on peut rentrer en relation avec la communauté des consommateurs via, par exemple, Facebook, etc., ou avec le producteur. Alors, nous disons que le drive, ce n'est pas seulement une question de temps, mais c'est aussi une question de commodité. Il faut prendre cela en compte, mais aussi il faut prendre en compte le fait que la qualité doit être efficiente. Alors, je vous laisse entre les mains de deux images qui donnent l'état, donc la situation des réflexions sur les drives. Il y a un ouvrage écrit par un collègue de l'INSEC sur la fin des hypermarchés, et d'autre part, des réflexions qui sont alimentées autour de la cannibalisation des GMS par les drives. Ce qui peut encore alimenter nos réflexions ou vos questions. Je vous remercie. Merci. Donc merci pour ces trois interventions très intéressantes. On va passer à la remise des prix. Avant ça, donc, je vais demander à Madame Célan de venir présenter la Fédération du commerce et de la distribution qui parraine ces prix. Bonjour à tous.
Donc je suis Isabelle Senan, directrice des études à l'AFCD, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. L'AFCD est une organisation professionnelle. Nous représentons principalement des enseignes alimentaires, mais aussi quelques enseignes non alimentaires comme Decathlon, Fnac Darty, etc. Donc l'AFCD, c'est en termes de salariés à peu près 750 000 salariés. Nous représentons 750 000 salariés pour une cinquantaine d'enseignes basées en France. Merci. Alors, on va passer à la remise des prix. Donc, en commençant, alors bon, désolé parce que vous appelez tous Martine de Paris. Donc, c'est formidable. C'est devenu le prix Martine. C'est gentil, Martine, de financer le prix. Donc, désormais, ce sera le prix FCD Martine de Paris. Tu veux venir te présenter, peut-être? Donc, ça sera changé, ne vous inquiétez pas. Mais pour la photo, c'est pas mal quand même qu'on ait des prix. Oui, c'est juste pour la photo, après on les remet. Voilà. Donc, on va commencer par le til de bronze. Donc, le til de bronze. Mais je vois qu'il y a la foule qui arrive pour acclamer le til de bronze. Le titre de bronze donc, est attribué à Christine Lambé et Joseph Oh, j'arriverai jamais à Joseph. Bravo. Sinon, ça sert à rien s'il n'y a pas la photo. On enlève. Pour le site du labo, merci. Joseph, donc bravo pour ce til de bronze. Le til d'argent, le roulement de tambour, voilà. Attention. Le til d'argent donc est attribué à Decathlon, non pardon, à Julien Cusin et Michael Flakanji. Joseph est très inquiet parce qu'il y a une erreur sur le papier. Mais oui, il a compris. Non, mais Christine, et donc, là, le roulement, il n'y a vraiment plus beaucoup de suspense. Hein. Le til d'or est attribué au middle manager, qui est Guillaume Devalot, soutenu par Isabelle Calamachot. Bravo! De venir à AT&T, c'est pour ça qu'il n'ose pas. C'est pas l'habitude d'avoir des prix. T'as le droit à descendre. Étape par étape. Et comme je suis très bonne en timing, et qu'on a jusqu'à 5 heures, voilà. On a le temps de quelques questions, pour les uns ou pour les autres, hein, vous avez le droit de poser des questions à tous les tils, donc pas simplement au til d'or. Y a-t-il des questions dans la salle, pour l'un ou l'autre des papiers? Bon, moi je commence. Moi j'avais une question pour Decathlon, enfin pour le problème de l'innovation et de la perception de l'innovation par les salariés. Il y avait les salariés, mais les clients aussi. Je me suis demandé si la généralisation qui est faite au problème de l'accueil d'une innovation par les clients qui a été faite dans le papier, est-ce qu'il ne faut pas la limiter au fait qu'il y a un transfert, c'est-à-dire que c'est le point de vente qui a changé de
de type. C'est-à-dire qu'on est passé d'un point de vente traditionnel à un point de vente complètement numérique, enfin voilà, un nouveau point de vente, forte innovation, qui a dérouté les clients. Est-ce que donc la généralisation qui est faite sur ce cas dans le papier, qui dit voilà ce qui se passe quand il y a une innovation de service dans un point de vente et comment l'entreprise peut récupérer ce problème, est-ce qu'il n'aurait pas fallu la limiter au fait que là en fait c'est un changement de point de vente et pas un changement, c'est pas un nouveau concept qui est proposé, mais une transformation du concept connu sur un point de vente donné. Et donc la relation à l'enseigne qui est mise, dont vous parlez à l'intérieur du cas, est-ce qu'il ne faut pas la limiter ici à, il y a non seulement la relation à l'enseigne, mais il y a la relation au point de vente. J'ai l'habitude d'aller dans ce point de vente, j'avais l'habitude de repartir avec mes achats, et là je ne peux pas. Et donc la déception du client n'est-elle pas accentuée par ce problème-là? La réponse va être courte, oui. Non, mais alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer, je pense, cet échec-là. Et une des raisons qu'on peut avancer, c'est effectivement que les clients, ils avaient déjà leurs repères, leurs automatismes, et donc ils s'attendaient à pouvoir repartir. L'exemple qui est souvent donné, c'est la maman qui voulait venir acheter un ballon et repartir le soir même ou le jour même avec le ballon, et qui ne pouvait pas. Et donc là, les gens ne comprenaient pas. Et donc c'était toutes leurs habitudes qu'ils avaient accumulées au fil du temps, qui étaient remises en question et donc qui peuvent expliquer une partie de la déception. Alors, est-ce que vous avez discuté avec l'enseigne? Et est-ce que l'enseigne, ça l'a douché et donc c'est terminé? Ou est-ce qu'ils sont prêts éventuellement à recommencer l'expérience, mais avec un point de vente ex nihilo? Alors, sur ce magasin-là, 100% digital, ça a été assez traumatisant pour l'entreprise, pour les collaborateurs. C'est tabou. Après, ils ont appris beaucoup de choses et c'est une réalité. Et ils ne l'ont pas clairement formulé qu'ils vont le retenter tout de suite, mais ils ont d'autres projets qui vont, ou en tout cas même d'autres qui se sont développés, qui reprennent des principes de ce magasin 100% digital. Donc il y a fort à parier, peut-être pas en France, ailleurs, mais quand un autre magasin de ce type arrive prochainement. Pour l'équipe du Drive, est-ce que vous avez vu l'effet de capture qu'a sur la clientèle, l'effet sur les comportements d'achat, l'effet de capture qu'a la stratégie d'enseigne de Drive, qui est l'enseigne leader, une enseigne L, je tairai le nom, mais c'est une enseigne L, et qui s'installe systématiquement sur les parkings des hyper, des autres enseignes, pour capturer, parce que la stratégie de Leclerc, c'est de dire, ça a été annoncé par Michel Rachel, la stratégie, c'est de dire que il y a quelques drives qui sont rentables, mais parce qu'il y a des types qui sont assez bons, mais que c'était pas ça la stratégie première, c'était vraiment une stratégie de capture de clientèle, de conquête de clientèle, en allant s'installer sur les parkings des autres grandes surfaces. Est-ce que ça se voit, non pas du point de vue stratégique, mais du point de vue du comportement de l'acheteur? En ce qui concerne les études, nous avions d'abord fait des focus group avant d'élaborer le questionnaire. Là, nous avons fait tout simplement une enquête, mais en même temps, nous aimerions, je crois, aussi ajouter, par exemple, des données secondaires, notamment qui sont collectées par eux-mêmes, afin que nous puissions voir si, éventuellement, par exemple, il y a ces effets-là, et aussi, disons, étudier, par exemple, la migration des consommateurs, des vrais consommateurs, par exemple, des magasins vers les drives, et du drive qui retourne au magasin, etc. Donc, si les managers de Leclerc sont encore là, ou ils pourraient peut-être nous aider à combiner tous ces types de données-là, pour permettre vraiment de pareils constats, ce qui serait vraiment intéressant pour... C'est une matrice en fait multiformat, mais aussi multi-enseigne. Oui, tout à fait. Merci pour ces présentations, merci pour vos questions, et on va arrêter là la session, de façon à laisser la parole au grand témoin, qui va pouvoir s'exprimer maintenant et qui va être passionnant.